des sous-composants du système nerveux autonome, et il n'y a pas d'antagonisme en ce qui concerne la régulation de la sécrétion salivaire. Donc, ça veut dire que le parasympathique et le sympathique, les deux stimulent la sécrétion salivaire. Et puis, en termes de mise en jeu de la sécrétion, euh, on a des sécrétions réflexes et des sécrétions psychiques. En termes de sécrétion réflexe, on a des réflexes innés en tout cas, des réflexes innés ou des réflexes absolus. Et puis, il peut y avoir aussi des stimulations de récepteurs de la langue. Là aussi, ça fait partie des sécrétions réflexes. Et puis, il y a aussi des réflexes œsophago-salivaires. En cas, par exemple, de distension de l'œsophage, ça stimule en tout cas la sécrétion salivaire. Et puis, il y a des sécrétions psychiques. Les sécrétions psychiques, là, bon, les réflexes peuvent être conditionnés ou acquis. Par exemple, bon, réflexe de Pavlov qui a été démontré chez le chien, c'est-à-dire en cas de vue ou d'odeur de quelque chose, d'une nourriture qui sent bon par exemple, cela peut déclencher la sécrétion salivaire. Mais cela a été démontré seulement chez les chiens, pas chez l'homme. Et puis, passons maintenant au rôle même de la salive. La salive, de par ses éléments, de par ce qu'elle contient, a un rôle digestif, a un rôle digestif grâce aux enzymes, grâce aux enzymes que la salive contient, ça aide à la digestion. Et puis, la salive a un rôle de lubrification. Cela est dû au mucus qui contient la salive. Et puis, ça a aussi un rôle d'humidificateur du bol alimentaire. Et puis, bon, il faut reconnaître que la salive, ça contient 99% d'eau. Donc, ça a un rôle d'humidificateur du bol alimentaire. Et puis, par humidification du bol alimentaire, on voit que cela aussi facilite la mastication et la déglutition. Là se voit si, par exemple, chez les sujets comateux qui ont des problèmes de sécrétion salivaire, on va voir que c'est difficile pour eux de déglutir. Donc, ça. Et puis, ça aide aussi au rinçage de la bouche et puis la stimulation des papilles gustatives. Ouais, en termes de physiopathologie, pour conclure, donc, on a retenu le syndrome de Gauche-Rossi-Orgain et puis les troubles de la sécrétion. Et ces troubles de la sécrétion peuvent être des hypersialorées lors d'actes, par exemple, de port de prothèses, ou en cas de grossesse, par exemple. Il y a de ces femmes-là qui ont des sécrétions abondantes. Et puis, il y a aussi des hypocyalurées, les hypocyalurées ou bien, bon, l'exemple le plus fréquent, on peut dire, la xérostomie, bien, sécheresse buccale qui survient généralement lors d'une cure de chimiothérapie anticancéreuse. Donc, les sujets n'auront pas assez, bon, disons, il n'y a pas assez de salive, donc il y a une sécheresse buccale. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, on a passé en revue, disons, la sécrétion des glandes salivaires qui est principalement la salive. Donc, on a parlé des origines de la salive et puis les bases structurales des glandes salivaires. Et on a fait une étude de la salive. Disons, on a parlé des méthodes d'étude, comment on peut étudier la salive. On a décrit la salive, qui contient la salive, donc composition en éléments minéraux et en éléments organiques. Et puis, on a parler de la régulation de la sécrétion salivaire qui est essentiellement nerveuse. Donc là, on a mis l'accent sur le rôle du système nerveux autonome. Et puis, on a vu aussi le rôle de la salive qui est très important grâce à ses enzymes qu'elle contient, grâce au mucus et puis à l'eau même qu'elle contient, qui sert d'humidificateur
du bol alimentaire, et cela permet aussi une facilité de mastication et de déglutition. Et on a parlé aussi du rôle de la salive dans le rinçage de la bouche. Et puis, on a parlé aussi de son rôle dans la stimulation des papilles gustatives. Donc, prochainement, on va parler de la sécrétion gastrique. Donc, prochainement, ce serait la sécrétion gastrique. Donc, à tout à l'heure.